Alors ici, je vais vous demander de dupliquer le le texte. Donc déjà, celui-là, je vais le placer plutôt en haut et puis avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, on va déplacer vers le bas pour obtenir une copie. Si je veux que ce soit parfaitement en bas, pendant que je déplace, c'est la touche Shift. Mais ça ne doit pas être parfaitement en bas nécessairement, c'est juste si on veut être perfectionniste. En tout cas, voilà, vous avez mis le texte original sur le dessus de votre page et avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, vous l'avez déplacé, ce qui a fait une copie. On va travailler sur la copie en bas ici. Donc souvent, dans Illustrator, ceux qui connaissent Illustrator vont vous dire oui, pour faire ça, il faut absolument vectoriser le texte. Bon, et souvent, c'est faux. Souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les dernières fonctionnalités de Illustrator qui permettent de faire les choses sans vectoriser le texte. Vectoriser le texte, ça veut dire transformer en vecteur. Actuellement, ce ne sont pas des vecteurs qu'on voit là, ce sont des caractères. En réalité, si derrière, le typographe, il a fait des vecteurs, mais ils sont inaccessibles par Illustrator, ces vecteurs, ces constructions géométriques des caractères. Mais Illustrator peut faire apparaître ces vecteurs, il peut vectoriser le texte. Alors, l'autre jour, nous sommes allés dans le menu Fenêtre, dans Vectorisation de l'image, dans le menu Fenêtre. Mais c'était pour vectoriser une image. Ici, c'est du texte. Donc, ce n'est pas dans Vectorisation de l'image qu'il faut aller. D'abord, première chose, est-ce que votre texte est bien sélectionné? Avec la flèche noire, la ligne de base est bien sélectionnée, certainement, puisque vous venez de le bouger. Ensuite, vous allez dans le menu Texte, Vectoriser. Donc, je vais quand même vous montrer ce qui se passe quand on vectorise. Parce que parfois, ça permet de faire certaines choses qui ne sont pas possibles autrement. En effet, voilà, les vecteurs sont apparus. Donc, les vecteurs sont apparus. Si maintenant je fais CTRL-Y sur le PC ou commande Y sur le Mac, je vois qu'en bas, ce sont des vecteurs, alors que le texte en haut, c'est resté des polices de caractères, voilà. Et je pourrais même aller modifier, bien sûr, le texte, chose que je ne vais pas faire finalement. Donc, on a bien obtenu des vecteurs. Donc, si on a fait une faute d'orthographe, ça va être difficile de corriger sur la version du bas. Ce sont des dessins maintenant. C'est comme si on avait au crayon ou à la plume dessiné les caractères. Sauf que Illustrator l'a fait pour vous. Ici, je vais refaire CTRL-Y pour faire réapparaître. Voilà, une fois que on est en affichage aperçu, la différence, on ne la voit pas entre le texte du dessus et celui du dessous. Celui du dessous, les dessins, celui du dessus, les caractères. L'avantage de vectoriser, il y en a plusieurs. Quand on veut transférer un logo, qu'on a fait un logotype, c'est-à-dire un logo avec des caractères, quand on veut le transférer et être certain qu'il n'y aura pas de problème de transfert de la police de caractères, en vectorisant et en transmettant au prestataire de service la version vectorisée, on est certain que ça ne va pas bouger. La police de caractère ne va pas être remplacée puisqu'il n'y a pas de police de caractère. Ce sont des dessins, c'est des vecteurs. Ça, c'est un premier intérêt. Deuxième intérêt, on va pouvoir modifier un peu les caractères. Et ça se voit souvent dans les marques. Il y a des marques qui utilisent une police de caractère, des marques qui utilisent une police de caractère et qu'ils ont un peu modifié. Alors ici, si je tape logotype, voilà, vous allez en trouver quelques-unes de marques basées sur des polices de caractère. Voilà, il y en a certaines, ce sont des polices existantes qui ont été légèrement modifiées dans le logo. Mais c'est ce qu'on va faire ici. Alors voilà,
Avec la flèche noire, si vous sélectionnez n'importe laquelle de ces lettres du bas, elles se sélectionnent toutes. Pourquoi? Mais parce que la vectorisation du texte a créé un groupe. Elles sont toutes groupées. On peut aller le voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Voilà, dans la palette des calques, vous allez voir qu'il s'agit d'un groupe. Le fait qu'il y ait un signe inférieur et un signe supérieur ici indique que c'est Illustrator qui a fait le groupe suite à une opération. Quand vous faites manuellement un groupe, il n'y a pas ce signe inférieur et supérieur. Voilà, comme ça explique pourquoi on a ça. C'est bizarre, c'est normal. Quand on ouvre, on voit que chacune des lettres est un tracé. Alors, ils appellent ça tracé transparent. Je vais revenir là-dessus un peu plus loin pour vous expliquer ce qu'est un tracé transparent. C'est ce qui permet de faire des trous dans les lettres. Déjà, je peux vous dire ça. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que même des lettres qui n'ont pas de trous, comme le L ici, ou le R, voilà, c'est les deux seules lettres dans le mot que j'ai fait et qui n'ont pas de trous, eh bien, malgré tout, elles sont tracées transparents parce que la vectorisation des caractères n'a pas fait le détail, quoi. Et il a généré pour chacune des lettres un tracé transparent. C'est un tracé spécial, c'est un tracé composite, on appelle ça. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Mais cette histoire de trous dans les lettres, je ne m'y attarde pas maintenant. Donc, le fait est qu'avec la flèche noire, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je clique sur n'importe laquelle des lettres, tout se sélectionne parce que c'est le groupe qui se sélectionne. Si on veut modifier la position ou la dimension d'une des lettres, il va falloir utiliser un outil, c'est de la révision parce qu'on l'a déjà vu, un outil qui est là derrière la flèche blanche, c'est l'outil flèche blanche plus, outil de sélection directe progressive. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté d'abord pour désactiver, puis je vais pouvoir aller activer n'importe laquelle des lettres. Voilà. OK. Le R, le L dans mon cas. Nickel, ça se sélectionne. Je peux donc le bouger éventuellement. Sauf que, dans le cas d'une lettre à trous, justement, ça ne sélectionne que un des deux tracés. Mais oui, les lettres à trous, elles sont composées de deux tracés. Donc, si je veux bouger une lettre à trous, c'est pas pour rien que l'outil s'appelle progressif. C'est parce qu'il remonte dans la hiérarchie, en fait. On va tester ça. Le fait de cliquer une première fois sur le bord du haut ici, puis une seconde fois sélectionne les deux tracés. Une troisième fois, si je clique, ça sélectionne tout le groupe. On remonte dans la hiérarchie, dans le groupe. C'est progressif. Donc, si vous voulez bouger une lettre à trous, une fois, deux fois, et puis on enfonce la souris et on bouge. Ah ben oui, parce que si vous faites une fois, deux fois, et pour bouger, vous cliquez, ben ça sélectionne tout, ça ne va pas. Non, c'est, et là je viens de cliquer à côté pour désactiver, c'est une fois, deux fois, puis on enfonce la souris et on bouge. Et on peut utiliser même la transformation manuelle, bien sûr, avec la touche Shift pour bien faire, pour aller modifier la dimension des caractères si on veut. Voilà. Mais je vais annuler ça. OK. Voilà. Bon, déjà, ça peut être un logo. Hein? Le Colorado est un État dynamique et vibrant. Voilà, bon. Après, il y a du storytelling à faire derrière le logo. C'est-à-dire, oui, ça, on n'en a pas parlé, ça fait partie du boulot du graphiste. C'est quand vous faites un logo,
quand vous faites un graphisme, quand vous choisissez des couleurs, quand vous choisissez de la typo, tout ça, si vous présentez ça à un client, bien sûr pas un petit client, pas le boucher du coin de votre village pour lequel vous faites un logo, mais un client plus gros, en général, on fait ce qu'on appelle une charte graphique. Alors, charte graphique, je vais noter que je dois vous en reparler. Je note plus en détail, mais rien n'empêche d'aller déjà voir charte graphique dans Google. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vous montre. Je vais dans la partie images de Google ici et vous allez tomber sur des chartes graphiques, voilà, notamment celle de Arte, où je vous montre toute l'utilisation des différents logos en différentes couleurs sur différents supports, mais aussi il y a du storytelling derrière. On vous dit, mais tiens, pourquoi le logo Arte, on ne voit pas le bas des caractères? Est-ce que c'est juste parce qu'on trouve ça joli ou est-ce qu'il y a une signification derrière ça? Voilà, donc c'est bien d'avoir du storytelling parce qu'aussi ça crée de la culture d'entreprise parce que ce n'est pas seulement entre le graphiste et le patron de l'entreprise, à qui vous expliquez, pourquoi vous avez fait ça ou ça dans le logo. C'est aussi le travailleur, même l'ouvrier, de base qui, peut connaître la signification du logo et trouver une certaine fierté à travailler dans une boîte dans laquelle il y a ça, dans laquelle il sait que dans le logo, en réalité, cette partie-là du logo, c'est ça que ça veut dire. Tout le monde ne le voit pas, mais lui, il le sait. Comment ça se fait que tout le monde ne le voit pas et lui le sait? Beh, parce qu'en fait, un graphiste, quand il fait un logo, une bonne chose à faire, c'est d'aller s'immerger dans l'entreprise pour un peu aller voir comment ça se passe, aller voir les outils qui sont utilisés, euh, notamment, et parfois un logo intègre un outil, euh, que le commun du mortel ne connaît pas. Les gens ne connaissent pas nécessairement cet outil parce qu'il est très spécialisé, spécifique à l'entreprise, mais l'ouvrier le sait. Euh, voilà, donc c'est du storytelling, on appelle ça. Le storytelling. Voilà, je vous invite à, si ça vous intéresse, à aller voir un peu plus en avant en tapant storytelling logo, par exemple, et vous aurez quelques articles qui vous expliquent le storytelling. Je prends 2 au hasard ici pour commencer. Quelque chose qui est très intéressant aussi pour se former, c'est les vidéos que Adobe diffuse, les conférences qu'ils diffusent, qui sont accessibles gratuitement. Parfois même sur YouTube, vous avez les chaînes de Adobe où pendant 1h30, 2 heures, 2 heures et demie, il y a 2 graphistes qui discutent entre eux et qui font des tests et qui parlent du métier. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est gratuit. Sur des plateformes comme LinkedIn, vous avez aussi des choses, mais là c'est payant, des graphistes qui vous expliquent. Voilà, donc ça dépasse maintenant tout ce qui est formation, ça dépasse le cadre de l'utilisation technique des logiciels, ça va plus loin. Ok, donc, je reviens un peu en arrière sur les chartes graphiques. Si vous voulez avoir des articles en anglais, il va falloir taper le nom en anglais, évidemment, Corporate Identity, donc identité d'entreprise, Guidelines, donc c'est les guides, les directives pour l'identité d'entreprise, et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques en anglais. Oui, ça s'appelle aussi Brand Book, le livre de la marque, Brand Guidelines. Très intéressant, il y en a plein qui sont sur le web et que vous pouvez télécharger. Si vous ajoutez le mot PDF, vous tomberez sur les PDF téléchargeables de chartes graphiques. C'est souvent une question qu'on a. Comment est-ce qu'on fait une charte graphique? Mais en réalité, il n'y a pas vraiment
de règles pour créer une charte graphique. Chaque charte graphique est différente. Donc, la charte graphique, je vous rappelle, c'est ce qui montre comment utiliser le logo dans différentes situations, différentes couleurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la signification, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a abandonné telle piste, pourquoi il ne faut vraiment pas faire ça, pourquoi ceci est très signifiant et intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Justement, on peut faire des chartes graphiques vraiment qui, en soi, sont des mises en page très créatives et originales. Voilà. Il existe aussi des guides à la présentation aux clients, des exemples. Vous avez des grosses boîtes de création de graphismes et de publicité qui ont enregistré leur présentation aux clients. Tout ça est disponible. Il suffit de chercher un peu. Le web regorge de choses intéressantes. Voilà, tout ça, j'avais démarré cette explication sur le chart graphique en vous parlant du storytelling, donc le racontage d'histoire, parce que quand on fait un logo, quand on fait quelque chose, il faut normalement pouvoir justifier, autrement que par c'est joli, voilà, il faut justifier. Même si vous faites de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire vous avez fait un truc joli et vous trouvez une explication, une signification, bon là, c'est chacun qui gère la manière dont il travaille. Bien, alors on va enregistrer ça. Voilà. 0,5. Voilà, donc bien, donc cette chose-là, je vais la mettre de côté. Je vais redémarrer donc du texte là au-dessus. Voilà. Avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Et cette version-là, qui est maintenant chez moi au milieu, je vais la vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà. Donc, si je résume, avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir sélectionner certains caractères de ce groupe, puisque la décomposition du texte, je veux dire la vectorisation du texte, a généré un groupe. Donc, si je veux avoir accès aux différents éléments dans un groupe, je ne peux pas utiliser la flèche noire, je dois utiliser la flèche blanche plus. Tout est sélectionné actuellement. Je clique à côté pour désélectionner. Ça, c'est une première chose. Puis, je vais utiliser la flèche blanche plus pour aller sélectionner ici un caractère qui n'a pas de trou. Et je peux le bouger. Un caractère qui n'a pas de trou. Attention, si je clique une seconde fois, ça sélectionne tous les caractères du groupe parce que c'est un outil de sélection directe progressive. C'est-à-dire que ça remonte dans la hiérarchie du groupe. Je démarre d'un élément, et là je clique à côté. Je démarre d'un élément du groupe que j'arrive à sélectionner seul, mais si je clique une seconde fois, tout est sélectionné. Donc, et là je reclique à côté, si je veux arriver à le bouger, il faut que je clique une première fois sur lui, et puis j'enfonce la souris et je bouge, et j'arrive à le positionner. Je clique une première fois sur lui, j'enfonce la souris et je le bouge. Voilà. Et alors, on a les caractères particuliers qui, eux, ont des trous. Pour arriver à bouger un caractère qui a un trou, en fait, il est composé de deux vecteurs, le trou et l'extérieur. Et là, c'est particulier. Il va falloir que je clique une première fois sur le bord du caractère, une seconde fois pour sélectionner non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà. Si je clique une troisième fois, c'est foutu parce que tout se sélectionne. C'est pas bon.
Donc je remonte, je clique à côté. Si je clique sur le bord une fois, et sur le bord une seconde fois, et une troisième fois, là c'est foutu. À la troisième fois, ça sélectionne tout. C'est trop remonté dans la hiérarchie. Je clique à côté. Il faut commencer par un des éléments. Donc je vais ici essayer par le trou. Hein, il n'y a pas de problème, ce n'est pas toujours l'extérieur. Je clique sur le trou, il se sélectionne. Je clique une seconde fois, toute la lettre se sélectionne. C'est bon. Si je veux la déplacer, c'est pas cliquer que je vais faire une troisième fois, c'est enfoncer la souris sur le bord et je peux bouger. Voilà. Comme ça, vous savez comment faire. Clic, clic, enfoncer, bouger. Clic, clic, enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà un semblant de logo. Oups. Ah oui, forcément, le C n'a pas de trou. Je dois cliquer simplement une fois sur lui, puis enfoncer, bouger. Le L non plus n'a pas de trou. Voilà. Le O a un trou. Je dois cliquer 2 fois, puis enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà, donc déjà, on commence à s'approcher d'un logo en modifiant comme ça les caractères. Oui, donc c'est une petite gymnastique quand même, cette manipulation des objets qui font partie d'un groupe. Ah tiens, autre possibilité, englober. Voilà, si vous englobez avec la flèche blanche plus et que les deux parties de l'objet, là, le trou et l'extérieur, sont dans le rectangle de sélection, ça fonctionne aussi. C'est pas toujours facile d'englober parce que parfois les objets sont parmi plein d'autres et le clic, il faut connaître. Voilà. Ici, je vais même englober la lettre d'à côté, voilà, et déplacer ces deux lettres en même temps. Oups, j'ai fait une erreur. J'annule. J'ai oublié d'englober aussi le trou du haut. Donc, il faut que j'englobe. Voilà. OK. Là, j'ai 4 tracés qui sont sélectionnés. Les 2 trous et les 2 extérieurs des lettres. Et je peux bouger. Voilà. Bon, c'est une petite gymnastique à avoir. Bien. On va agrandir par la droite le plan de travail. Donc, n'hésitez pas à zoomer en arrière parce qu'on va aller travailler sur la droite maintenant. Vous zoomez en arrière, vous activez l'outil plan de travail. Attention, ici, cette option-là, je vais la désactiver. Elle est désactivée, cette option-là. Oui, là, elle est activée, si je la vois comme ça. Et là, elle est désactivée. Donc, il faut qu'elle soit désactivée. Parce que sinon, quand on bouge les poignées du plan de travail, les objets bougent avec et ce n'est pas du tout ce que je veux. Parfois, c'est ce qu'on veut, parfois, pas. Donc, je prends les poignées du plan de travail et là, je vais agrandir par la droite comme ça, voilà. Parfait. OK, je réactive la flèche noire quand j'ai fait ça. Alors, à nouveau, je vais redémarrer du texte non vectorisé. Avec la touche Alt enfoncée, je le déplace. Voilà. Et je vais le vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà les vecteurs. Donc cette fois-ci, je ne vais pas bouger les lettres. Je vais modifier les lettres. Donc la flèche blanche plus, c'était pour sélectionner l'entièreté d'un tracé, l'entièreté de l'extérieur de la lettre, l'entièreté du trou avec. Bon, ça c'est la flèche blanche plus. Mais là, on va utiliser la flèche blanche qui permet de manipuler certaines parties d'un objet seulement. La flèche blanche sans le plus. Vous allez cliquer à côté de l'objet pour désactiver. Et puis, vous allez englober. Alors, ce serait peut-être intéressant de faire CTRL-Y. Non, dans ce cas-ci, je ne fais pas CTRL-Y. Je vais englober comme ça une partie du caractère, vous voyez.
D'accord? Une fois que une partie du caractère est sélectionnée, donc les points là qui étaient englobés par la flèche blanche sont sélectionnés, ceux d'en bas ne le sont pas. Je prends un point et je peux le bouger. Et si je veux que ça se déplace parfaitement à la verticale, j'enfonce la touche Shift. Et voilà, vous allez pouvoir comme ça faire des logos de cette manière-là. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. OK, OK. Je vous montre, hein, parce qu'on a tous des mots différents. Je vous montre ici chez moi ce que je vais faire. Avec la flèche blanche, j'englobe ici cette partie-là. Voilà. Je vais prendre un point et monter en enfonçant la touche Shift. OK. Alors, pour arriver à placer à la même hauteur que le L chez moi, il va falloir que j'utilise les règles que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Vous pouvez les faire apparaître aussi maintenant si vous voulez. Vous enfoncez, vous allez dans le menu affichage, affichage règles, et là vous avez afficher les règles. Évidemment, chez moi, vu qu'elles sont affichées, ça propose de les masquer. Et le raccourci, c'est CTRL-R sur le PC, Command-R sur le Mac. Donc, au lieu d'aller dans le menu affichage, vous pouvez très bien faire CTRL-R et les règles vont apparaître. Et alors, en positionnant le pointeur sur la règle horizontale, vous allez tirer un repère horizontal. Vous mettez le pointeur là sur la règle horizontale, vous enfoncez, vous tirez, vous pouvez lâcher, c'est un repère. Alors, je dis tout de suite, une erreur de débutant, c'est que le débutant essaye d'aller sur le bord de la règle avec le pointeur et ça marche pas. On met vraiment le pointeur sur la règle pour faire ça. On enfonce et on tire et on a un repère qu'on peut d'ailleurs bouger. Et alors ce repère, il a une existence dans la palette des calques. Il est là. Si vous regardez dans la palette des calques, c'est un objet, repère, quelque chose qui peut être pratique quand on a des illustrations complexes, c'est de faire un calque spécialement pour les repères et de les mettre sur ce calque-là. L'intérêt, c'est qu'en enlevant l'œil en face du calque, tous les repères s'enlèvent de l'affichage. Ou une partie des repères. Je mets les repères horizontaux sur un calque, les repères verticaux sur un autre. Je peux décider quels sont les repères qui s'affichent ou pas, verticaux ou horizontaux, ou les deux, ou aucun des deux. Voilà, vous allez déplacer le repère. Est-ce que... Ah oui, évidemment, il va falloir zoomer. Voilà, vous déplacez le repère de manière à le mettre à un certain endroit. Si vous avez tiré, si vous avez agrandi un caractère comme je l'ai fait, voilà. Et ça va vous aider à aller sélectionner. Ah oui, un truc qui pourrait être fait. Là, je fais CTRL Z. Après avoir positionné le repère, je clique à côté, il est désactivé. Mais je peux aussi aller le verrouiller. Ça, c'est intéressant. Le verrouiller en mettant un verrou en face du mot repère sur le calque qui est déployé, vous voyez? Un verrou en face du mot repère, comme ça, impossible de le sélectionner et de le bouger. Du coup, je peux aller ici englober les points que je voulais bouger, en bouger un avec la... J'englobe, stop, j'annule, je fais une petite erreur ici, voilà, je vais être plus précis. Je prends n'importe lequel des points sélectionnés, je bouge avec la touche Shift enfoncée et je vais aller mettre, voilà, proche du repère, voilà, comme ça, c'est bon. Donc voilà comment mettre à la même hauteur, par exemple, avec les repères, ça peut être intéressant. Donc, le calque, il existe, il n'y a pas besoin de le créer avant que le repère se fasse. Tout document Illustrator démarre avec un calque. Et le repère, quand on le tire de la règle, il arrive sur ce calque-là. Et j'ai dit, comme information supplémentaire, que oui, pour des illustrations complexes, vous pourriez, mais on ne va pas le faire ici, faire un calque spécialement pour les repères. Mais on ne va pas le faire ici. Et j'ai évoqué les avantages, notamment le fait qu'en enlevant l'œil en face du calque repère, pour une illustration complexe, vous pourrez rapidement enlever les repères de l'affichage, notamment.
Bien. Alors, je vous montre quelque chose qui pourra être intéressant parce que certains caractères sont pas faciles à manipuler. Euh, Regardez ça. D'abord, il faut que je vous rappelle que précédemment, nous sommes allés dans les préférences d'Illustrator, les préférences générales, et nous avons décoché l'option cliquer 2 fois pour isoler. Ce qui veut dire que pour isoler un objet et verrouiller temporairement tous les autres, ne travailler que sur cet objet, le double-clic ne fonctionne plus. Je vous avais demandé d'aller décocher dans les préférences cette option parce que le débutant a tendance à double-cliquer sans le savoir, sans s'en rendre compte. Il double-clique sur des objets. Il passe en mode isolation. L'objet sur lequel le débutant a double-cliqué passe en mode isolation. Tout le reste de l'illustration est inaccessible. Le débutant se demande ce qui se passe. Voilà. Donc, raison pour laquelle, dès le début, nous avons été dans les préférences décocher ça. Et je vous avais dit que pour pouvoir isoler un objet, il va falloir le sélectionner, l'isoler par le clic droit. Alors, ici, je vais le faire pour la lettre A, par exemple. Voilà. Avec la flèche blanche plus, je le sélectionne. Puis, je fais un clic droit. Voilà. Et il ne veut pas le faire. C'est bien. Parce qu'il fait partie d'un groupe, il va falloir que je dégroupe, en fait. Il n'y a pas l'option isoler. Bien, OK. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir dégrouper. Il n'y a pas le choix. OK, donc je vous montre d'abord avec la flèche noire, je vais sélectionner tout et faire objet dissocier. Du coup, avec la flèche noire, je peux aller sélectionner un objet, faire clic droit et là, j'ai isolé le tracé. Oui, donc là, pour que ça, ce que je montre fonctionne, il faut d'abord supprimer la notion de groupe. Donc, vous devez d'abord, allez-y avec la flèche noire, sélectionner, et là, je vais revenir en arrière. Voilà, avec la flèche noire, vous devez d'abord sélectionner n'importe laquelle des lettres. Elles se sélectionnent toutes parce que c'est un groupe. Vous allez faire objet dissocié. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire quand on veut faire un groupe qui est objet associé. Objet dissocié. Vous voyez qu'associé est grisé puisque c'est déjà un groupe. Il n'y a pas de sens de grouper ce qui est déjà groupé, mais par contre, dissocié, oui. Objet dissocié, voilà. Donc, dans la palette des calques, la notion de groupe pour ce mot Colorado n'existe plus. C'est pour ça qu'on voit, contrairement aux 3 autres mots que j'ai sur dans mon document, c'est plus un groupe. Ce sont des objets qui sont non groupés. Ensuite, avec la flèche noire, je clique à côté du mot, rien n'est sélectionné, et je vais cliquer sur une lettre ou l'autre. Et là, vous remarquez que, du coup, l'extérieur et l'intérieur de la lettre, dans le cas des lettres à trous, se sélectionnent. Voilà. Avec le bouton droit de la souris, je clique sur l'objet et je demande isoler le tracé sélectionné. Bon, il se trouve ici que c'est un tracé particulier, tracé transparent. Je vais expliquer plus loin ce qu'est le tracé transparent. Mais en tout cas, voilà, c'est un tracé. Isoler le tracé sélectionné. Du coup, tout le reste de l'illustration devient grise, affadie. On ne travaille que sur lui. Et vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez avec lui. OK. Il va falloir englober pour que les 2 tracés se sélectionnent avec la flèche noire. Voilà. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur lui, notamment le tourner, etc. Ça pourra servir, dans certains cas, de pouvoir isoler un tracé. Vraiment, ça va être utile. C'est une manière de simplifier la manipulation
des objets dans Illustrator. C'est complémentaire de l'autre manière qui est les calques. On avait dit mettre des objets à différents niveaux sur différents calques pour les illustrations complexes, c'est intéressant. L'autre manière aussi d'arriver à manipuler facilement les objets, c'est donc cette technique de l'isolation. Et on y reviendra forcément, vous allez voir que ce sera utile. OK. Pour sortir du mode isolation, vous avez un fil d'Ariane là au-dessus. Il faut cliquer sur la flèche qui va vers la gauche. Donc le fil d'Ariane, vous connaissez. On clique sur... Et voilà, on est sorti du mode isolation à force de cliquer. Et vous pouvez à nouveau manipuler tous les objets. Bon, pour ce que je viens de faire ici, ce n'était peut-être pas extrêmement utile d'isoler, mais au moins vous avez vu que dans certains cas, si vous n'arrivez pas à bien sélectionner une lettre, à bien la manipuler, et que ça entre en contact avec les autres qui se sélectionnent aussi, vous avez vu comment faire. Voilà, et puis après là, c'est du délire personnel. Chacun choisit comme il veut. Objet, disposition, arrière-plan, et j'ai juste changé la couleur de fond aussi, et voilà. Voilà, le genre de choses qui peut être faite. Ah oui, quelque chose que je dois vous montrer aussi, qui va peut-être pas vous servir ici, mais mettez ça dans un coin de votre tête. Ici, j'ai la lettre A que je voudrais agrandir. Mais si j'active la lettre, donc voilà avec la flèche noire, et que j'active l'outil de transformation manuelle, et que je prends une poignée du coin, bien la lettre s'agrandit par là où je la prends. On est d'accord. Si je prenais la poignée en bas à droite, ben, ça s'agrandit vers le bas à droite, on est d'accord. Là, j'enfonce la touche Shift pendant que je fais ça, pour que ça reste proportionné, sinon c'est la cata, ça devient des choses foireuses. Eh bien, avec la touche Alt en plus de la touche Shift, voilà ce qui se passe. La lettre reste en place là où elle est, et elle se redimensionne. Donc ça, c'est très intéressant à connaître. C'est la touche Shift, OK, pour garder les proportions pendant que je transforme avec l'outil de transformation manuelle, mais aussi la touche Alt. Voilà. Et ça doit être enclenché après avoir commencé à bouger la poignée. Sinon, vous risquez de faire une copie. Si vous faites ça, il y a des risques. Vous savez que, oui, la touche Alt sert aussi à faire une copie. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà des exemples. Et comme je le disais, il faut du storytelling. On ne fait pas ce genre de choses juste parce qu'on trouve que c'est joli. Il faut pouvoir justifier un logo. Il faut pouvoir dire, oui, voilà pourquoi le A est d'une couleur différente et est plus grand. C'est le storytelling, c'est l'histoire, c'est la justification du logo. Et ça, c'est important. Et donc, c'est important lors de la présentation aux responsables de l'entreprise, bien sûr. Mais il faut mettre le point, il faut insister sur le fait que tout employé de la boîte va être au courant du storytelling, le grand public aussi. On peut communiquer là-dessus. Et ça peut rendre fier la personne qui travaille dans la boîte de se dire oui, le logo, c'est pas du n'importe quoi, c'est ça qui est derrière, c'est ça que ça veut dire. Je sais pourquoi. C'est en rapport avec tel outil qui est utilisé dans la boîte, c'est en rapport avec tel moment de l'histoire dans la boîte. Au 19e siècle, oui, ceci voulait dire ça, et la boîte est vieille, elle a une histoire. Voilà, vous voyez, c'est du storytelling en fait. On va enregistrer ça. Alors, suite à la vectorisation, on a donc obtenu des tracés transparents qui sont utiles pour faire les trous
que ce soit dans les lettres ici ou dans n'importe quel graphisme Illustrator, quand on veut faire des trous, on utilise cette technique du tracé transparent. Et même les lettres comme le L ou le C ou le R qui n'ont pas de trou, dans le cas de cette police, même ces lettres-là ont été transformées en tracé transparent quand on a vectorisé le texte. Donc, c'est un peu automatique. Donc, vous étonnez pas que même les lettres sans trou s'appellent tracé transparent. C'est inutile, mais c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, je vais considérer ici, et je vais vous montrer ça. Je vais considérer ici que ce que j'ai obtenu là n'est pas trop mal. Et on va le dupliquer. Donc, vous aussi, vous dupliquez ce que vous avez fait. Vous allez sélectionner en englobant avec la flèche noire. Puisqu'on a dégroupé, plus possible de cliquer sur n'importe quelle lettre et que tout se sélectionne. On est obligé d'englober. Voilà. Et puis, avec la touche Alt, de déplacer. Et petit à petit, vous obtenez quelque chose de très courant en recherche de graphisme. Vous avez une planche sur laquelle la progression de la recherche est visuellement visible. Voilà, c'est visible, on voit la progression. J'ai démarré de ça, j'ai dupliqué, j'ai obtenu d'abord ça, j'ai réessayé de redupliquer, j'ai obtenu ça. Je me suis dit, OK, ça c'est une chose, mais finalement je vais redupliquer ça là, et je vais essayer autre chose. Donc ce sont des embranchements créatifs et certains mènent à l'impasse, c'est pourri, ce qu'on obtient. D'autres sont à approfondir. On crée un nouvel embranchement. Donc, au départ de ça, une branche vers ça. Puis, au départ de cette branche, une branche vers ça, etc. Très, très courant en recherche. Alors, c'est le genre de choses qui, normalement, doit se faire d'abord sur papier, avec un crayon, on fait des recherches, des embranchements créatifs comme ça, plein de recherches. Puis, on continue dans le logiciel. Donc nous, l'étape papier, on l'a un peu sauté ici, mais logiquement, on devrait faire une recherche sur papier d'abord. Alors, on continue sur la copie, là. Voilà. Voilà. Donc, là, c'est marrant. Je viens de trouver le storytelling de Colorado, de ce logo Colorado. C'est l'état coloré, color, et l'état dans lequel on fait les choses, do. Voilà. Donc, c'est un storytelling pourri, mais vous voyez que a posteriori, on peut inventer l'histoire et justifier. OK. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'est un storytelling aussi. Ce n'est pas seulement une référence historique à des outils utilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure.